Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème l'analyse des risques, comment impliquer l'ensemble des acteurs. Le webinaire sera présenté par Géraldine Sutra, experte en management des risques et en contrôle interne. Il durera environ 30 minutes, comprenant 20 minutes de présentation et 10 à 15 minutes consacrées aux échanges. N'hésitez donc pas à intervenir durant la présentation via le chat pour poser vos questions. Je me chargerai de les soumettre à Géraldine à la fin de sa présentation. Sans plus attendre, je vous invite à plonger dans le vif du sujet et je laisse la parole à Géraldine Sutra. Bonjour à tous. Tout d'abord, peut-être quelques mots pour me présenter. Donc moi, je suis Géraldine Sutra. Je suis experte indépendante en management des risques et en contrôle interne. J'ai monté mon cabinet il y a une quinzaine d'années et j'accompagne les entreprises pour mettre en place leur démarche de management des risques, mais aussi pour les aider à franchir des plafonds de verre. Parce que parfois, le fait finalement d'animer son dispositif est parfois plus compliqué que le fait de le lancer. Et précédemment, j'étais risk manager chez Aéroport de Paris, où j'y suis restée une douzaine d'années. Je suis partenaire de différentes associations professionnelles, dont l'AFNOR, et j'ai eu le plaisir avec l'AFNOR Édition de publier deux livres, dont le dernier est sorti récemment, puisque c'était fin mars. Et en fait, dans cet ouvrage, et aujourd'hui vous allez voir, je vais beaucoup m'en inspirer, je vais beaucoup prendre des retours d'expérience qui figurent dans cet ouvrage. C'est un ouvrage qui est dédié à tous les gestionnaires de risque, que vous soyez risk manager, contrôleur interne, auditeur interne, personne de la qualité. Et il est vraiment été pensé pour accompagner ces professionnels du risque dans la montée en maturité du dispositif. C'est vraiment fait pour vous prendre, soit vous démarrez, soit effectivement vous êtes sur des niveaux plus avancés et vous souhaitez aller vers un perfectionnement. Et dans cet ouvrage, je fais part de nombreux retours d'expérience et comme vous allez le voir sur notre sujet, j'en témoigne d'un certain nombre. Alors, sans plus attendre, effectivement, déjà, pour resituer notre contexte, quand on dit analyse de risque, de quelle analyse parle-t-on et de quels acteurs parle-t-on? Euh, on parle ici de tous les types d'analyse de risque, quelle que soit la démarche, que ce soit piloté par l'ISO 31000 ou que vous soyez dans l'ISO 9001 ou n'importe quelle autre démarche ISO qui propose une approche par les risques. Quand on fait ce type d'analyse de risque, en fait, on a besoin d'une vue d'ensemble et dans cette vue d'ensemble, on a besoin de s'assurer qu'on est bien sur les bons sujets. Dit en d'autres termes, on a besoin en fait des autres pour voilà, vraiment s'assurer qu'on est bien qu'on a une exhaustivité, alors on est bien évidemment sur une idée d'assurance raisonnable, hein, mais qu'on est bien sur une exhaustivité des principaux risques de l'entreprise et puis surtout qu'il y a une dimension en fait d'exactitude, c'est-à-dire qu'en fait on ne dit pas de grosses erreurs dans les analyses de risque. Donc ça veut dire que même si vous faites vraiment l'effort de bien vous renseigner sur les risques de votre entreprise, il y a un moment vous allez avoir besoin des autres, d'une part pour cette notion d'exactitude des analyses, mais également aussi pour une dimension de pérennité de la démarche et de faire ce tremplin vers les plans d'action, puisqu'à un moment, ça va basculer aussi vers les opérationnels pour la mise en œuvre des plans d'action d'amélioration. Alors, de qui parle-t-on quand on dit mobiliser tous les acteurs? Eh bien, en fait, j'ai envie de vous dire tout le monde. On va concerner à la fois la gouvernance. Quand on dit gouvernance, c'est à la fois direction générale, mais ça peut également remonter jusqu'au conseil d'administration. C'est vraiment l'idée du ton at the top, hein. Et puis, bien évidemment, on va aussi parler avec les opérationnels, et j'ai presque envie de dire surtout avec les opérationnels, parce que ce sont eux qui ont quand même la vision métier. Et là, on va couvrir différents niveaux hiérarchiques du management d'encadrement, mais aussi aux collaborateurs. Et on ne peut pas oublier les directions fonctionnelles, hein, parce qu'elles vont apporter un autre angle de vue. Donc, ce qui fait qu'à un moment, vous allez voir, dans cette mobilisation, il va falloir qu'on soit capable vraiment de mobiliser toute la ligne hiérarchique, tant vraiment de la direction générale, peut-être jusqu'aux opérationnels, mais aussi en embarquant une dimension plus transverse grâce aux directions fonctionnelles et en accentuant notre accent sur certains types d'acteurs, notamment ce qu'on va appeler les propriétaires de risques, les risques owners, les risques sponsors ou les futurs responsables de plans d'action.
Et dans certains cas, on embarque aussi les parties prenantes extérieures lorsque c'est possible. Et pour tous vous tous là autour de la table de cette table virtuelle qui m'écoutez, en fait, on sait tous que c'est pas facile forcément de mobiliser tout ce petit monde parce que déjà on va naviguer sur vraiment différents niveaux hiérarchiques. On peut avoir du mal à dégager du temps. Ils n'ont pas toujours parfois compris le sens que l'on donne et il y a une forme d'incompréhension de pourquoi est-ce qu'on fait les analyses de risque. Ça peut faire peur. Bon, on va devoir lever un certain nombre de difficultés. Alors, déjà, il faut, comme je vous l'ai évoqué, qu'on ait le ton at the top, c'est-à-dire qu'on ait une gouvernance qui joue le jeu. Gouvernance, direction générale et éventuellement conseil d'administration, comme je vous l'ai évoqué. Et si on reprend en fait, eux, leurs attentes types, c'est-à-dire en fait, il faut qu'on parte d'eux dans leurs attentes. Eux, et on peut l'espérer au-delà du souhait d'être conforme, ils vont vouloir avoir en fait surtout une logique de sécurisation de leurs objectifs stratégiques et puis, ils ont une dimension également de réputation auprès de leur bonne gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous partez, eux, de leurs attentes, il faut absolument que vous bordiez, que vous soyez calé par rapport à leurs attentes. Et donc, ça veut dire que lorsque vous allez mener vos analyses de risque, il faut toujours que vous ayez un lien entre l'analyse que vous êtes en train de mener et l'objectif stratégique qu'il sert. Voilà, je vous rappelle que le risque, ça c'est la base, c'est l'événement qui est susceptible d'avoir un impact sur les objectifs. Donc ça suppose que vous-même, vous ayez donné la peine avant de rencontrer votre direction générale, de savoir quels sont ces objectifs en question et à quel objectif stratégique ou opérationnel votre risque se rattache. Il y a des exemples très simples pour faire ça, hein, notamment ce que l'on appelle le PESTEL, qui permet de recenser en fait tous les facteurs influenceurs. Et sur cette base-là, ça vous donne en fait des idées et des illustrations de risque. Une fois qu'on a travaillé avec eux, bien j'allais dire, ça ne fait que commencer, puisque après, derrière, il faut qu'on ait les opérationnels qui participent. Et si je vous fais un retour d'expérience, en fait, déjà, les opérationnels, il faut déjà les faire venir à ces ateliers ou à ces réunions, ce qui est déjà, ce qui peut paraître un peu la base et le prérequis. Et pourtant, en fonction des organisations, ce n'est pas toujours très simple. Donc ça suppose que vous, avant que votre réunion ou que votre atelier de brainstorming ait lieu, il faut leur donner envie de venir. Il faut que vous créiez un contexte favorable. Alors idéalement, si vous avez un sponsor de la démarche, ça serait toujours bien qu'il fasse un petit lobbying en amont avec un message. Encore mieux si c'est la direction générale. Et puis après, j'allais dire, il y a des tips, il y a des bonnes pratiques qui permettent aussi de créer ce climat favorable. De base, j'ai envie de dire, c'est d'avoir un ordre du jour, de préciser effectivement dans l'ordre du jour, sans avoir un trop long message qui accompagne votre avis de réunion, mais de dire en fait qu'est-ce qu'on va attendre d'eux et où est-ce qu'on se situe dans le raisonnement. Et puis, un tip, ça aussi qui est très efficace, c'est de prévoir des réunions courtes. Quand on parle d'analyse de risque, les opérationnels, ils ont souvent un peu un préjugé de départ qui est le fait de se dire, mais on va y passer la journée ou la demi-journée. Eh bien non, en fait, essayez vraiment, vous, de débroussailler le plus possible en amont pour faire en sorte que les réunions que vous allez avoir avec eux soient des réunions qui soient très pragmatiques, directement opérationnelles et qui concernent directement leur sujet. Ça veut dire que c'est des réunions d'une heure, allez, j'allais dire une heure et demie, c'est vraiment le gros maximum, mais gros maximum. Idéalement, c'est effectivement vraiment une heure. Ça permet en fait de donner une forme de dynamisme à la réunion, quitte à un moment que ce soit eux qui proposent qu'il y ait une autre réunion, mais en fait, ça permet que le mouvement de cette rencontre supplémentaire vienne d'eux et non pas que vous bloquiez des agendas, ce qui donne en fait en apparence une très mauvaise impression, un très mauvais ressenti. Et après, il y a une dimension de composition de vos ateliers. Attention, lorsque vous allez composer vos ateliers, à faire en sorte que finalement il y ait une forme d'égalité entre les personnes et qu'il n'y en ait pas finalement une personne qui monopolise la parole. Donc attention aux liens hiérarchiques trop forts. Et puis, si possible, et bien évidemment entre guillemets, mettez un candide, c'est-à-dire celui qui va avoir une vision extérieure, celui finalement qui va peut-être challenger les autres davantage que vous, vous n'allez le faire et qui peut avoir envie de faire bouger les choses. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être client du processus sans pour autant intervenir directement, mais qui, de par ses questions, va venir finalement challenger et bouger le groupe de brainstorming. Alors, une fois qu'ils sont venus, eh bien après, j'ai envie de vous dire que votre challenge suivant, c'est
de faire en sorte qu'ils ne s'ennuient pas. C'est-à-dire que vous ayez des ateliers qui soient vraiment des ateliers avec un certain dynamisme, où finalement les personnes partagent leurs expériences et vivent vraiment l'atelier avec une certaine intensité. Alors, je pense que au début de votre atelier, souvenez-vous, hein, je vous disais qu'il était court, mais malgré tout, même s'il est court, il faut que vous ayez un petit mot introductif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une notion derrière de sens. C'est-à-dire que vous rappeliez finalement que la démarche, elle se met en place, qu'elle existe, parce que bah, on est dans une logique d'atteinte d'objectifs et pourquoi pas de préciser tel objectif et de tel objectif, et que du coup, ce faisant, finalement, l'atelier va contribuer à l'atteinte de ces objectifs, et puis que, par exemple, pour les opérationnels parfois qui se plaignent de restrictions budgétaires, bah, c'est de leur dire, bah oui, bah, c'est justement cette réunion, c'est une opportunité pour voir où sont nos risques et faire en sorte que justement il y ait une correspondance, une corrélation pertinente entre là où les budgets sont mis et là où effectivement on estime que nos risques sont les plus critiques. Vous pouvez également ajouter aussi une dimension, par exemple, de transparence, de réputation vis-à-vis de vos parties prenantes. En d'autres termes, et vous voyez, je vous ai mis vraiment des points de suspension, c'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez l'argument le plus adéquat, l'élément de langage le plus adéquat pour finalement donner du sens à la démarche, c'est-à-dire c'est la resituer dans un contexte plus global finalement que la réunion. Si je vous prends une image, on dirait qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Et puis, il faut aussi que vous précisiez ce qui est attendu plus précisément au niveau de l'atelier. Quel est le livrable en fait qui est attendu et de fait, qu'est-ce qui est attendu de chacun. Et puis, au besoin, un petit mot sur les aspects logistiques. Ça peut être, par exemple, sur des aspects de confidentialité. Ça peut paraître parfois un petit peu étonnant, mais ça, j'ai remarqué que ça faisait toujours finalement une forme de réassurance de dire que les propos que l'on échangeait avaient une dimension confidentielle, qu'on n'était pas là pour juger et que finalement, on recherchait vraiment une intelligence collective de par ce brainstorming. Donc, vous voyez, c'est point de donner du sens, de rappel des finalités. Finalement, ça prend très peu de temps. Il ne faut pas que vous passiez 3 heures, sinon vous allez donner une coloration administrative et vous avez bien compris, c'est pas du tout ce que l'on cherche, mais ça permet en fait de créer un climat de confiance et c'est vraiment ça que l'on cherche. Et puis, moi, je vous invite, et vraiment c'est extrêmement puissant, à faire ces réunions de brainstorming debout. Euh, et pourquoi debout? Parce que le simple fait d'être assis, finalement, invite à une forme d'immobilisme. Or, si vous faites vos réunions debout, en rangeant les chaises sur le côté, en permettant d'avoir une salle aménagée, et en fait, je vous invite à mettre finalement les thèmes de risque que vous souhaitez approfondir, tout simplement de les coller sur des murs avec des paperboards, avec des post-it, avec des feutres, où les personnes peuvent venir compléter. Et donc, vous commencez à remplir quelques causes, quelques éléments de conséquence, un petit peu, j'allais dire un petit peu basiques, mais vraiment pour leur permettre de réfléchir, et vous leur laissez en fait la possibilité d'annoter, de compléter, et vous allez voir qu'en fait il va y avoir un phénomène de groupe, c'est-à-dire que les gens vont discuter, vont finalement créer cette discussion que vous êtes en train de rechercher, et cet environnement finalement de brainstorming, ça va vous permettre véritablement, dans un premier temps, de débroussailler et d'avoir véritablement cette vision d'ensemble du risque que vous êtes en train de chercher. Alors que l'on soit bien d'accord, ces ateliers de brainstorming, ils vont vraiment être utiles, j'allais dire, pour donner une vision d'ensemble sur les ateliers. Si vous avez besoin, en fait, d'approfondir certains thèmes, il faudra sûrement, après ces ateliers, que vous fassiez peut-être des réunions individuelles, peut-être plus en one-to-one avec certaines personnes pour approfondir. Mais vous voyez, en fait, ce que l'on cherche à faire véritablement sur cette notion derrière de mobilisation des acteurs, c'est en fait de créer, et pardonnez-moi l'expression, mais de créer en fait une ambiance, de créer en fait un environnement qui va être propice
à faire des analyses de risque et qui va être propice à avoir en fait un état d'esprit pour faire bouger les choses, pour mettre en place ensuite des plans d'action et qui va créer un environnement qui va inviter à se poser la question de quelles sont nos priorités, quels sont nos risques prioritaires. Donc vous voyez, c'est vraiment en fait un état d'esprit que vous allez chercher à créer, un état d'esprit où vous allez faire jouer le groupe, où vous allez faire en sorte que finalement, ces ateliers de brainstorming dépassent votre propre personne. C'est-à-dire que vous allez avoir un rôle d'animation et évidemment, il faut que vous gardiez la main sur ces ateliers. C'est-à-dire quand j'ai gardé la main, il ne faut pas non plus qu'on parle de tout et de n'importe quoi, mais il faut un moment que les personnes puissent discuter entre elles sans que ça passe systématiquement par vous, par votre intervention. Vous allez être là finalement pour relancer, pour poser des questions, pour faire creuser, pour passer la parole aussi parfois à des personnes un petit peu plus timides qui vont peut-être être tentées de rester à l'écart. Voilà, c'est pour ça que, grosso modo, si je vous donne une appréciation sur ces ateliers en termes de retour d'expérience, moi je vous dis 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure et demie, ça peut être bien, ça peut permettre sur le premier atelier, de mettre tout le monde dans l'ambiance. À peu près, moi j'ai envie de dire, allez, entre 7 et 12 personnes dans ces ateliers. Et puis, comme je vous disais, gardez à l'esprit que finalement, rien ne vous empêche après, de faire des ateliers d'approfondissement, de faire des réunions d'approfondissement avec des personnes spécifiques. Si je vous synthèse en fait les facteurs clés de succès de cette mobilisation des acteurs, le premier facteur clé de succès que je souhaite vous partager, c'est vraiment ce terme d'agilité, agilité et adaptation. Vous avez vu dans cette présentation, j'ai vraiment distingué la direction générale des opérationnels. Avec votre direction générale, il faut que vous ayez une orientation plus stratégique, plus en hauteur de vue. Ne soyez pas trop bas dans les discussions avec lui, trop fin dans les analyses. Lui, ce qui l'attend, ce qu'attend cette direction générale, c'est bien souvent une vision plus macro, c'est davantage une vision d'ensemble. Donc, plus stratégique avec la DG, plus pragmatique avec les opérationnels. Il faut être concret avec ces opérationnels. Deuxième point, c'est avoir des ateliers participatifs. Voilà, et intégrer ces éléments de méthode. L'analyse de risque, ça fait partie du voyage. Vous voyez, à quelques semaines des vacances où on parle effectivement de voyage, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, ça fait partie en fait du parcours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le résultat qui compte. Votre cartographie des risques, votre livrable, certes, c'est le résultat final, c'est ce qu'on va voir, mais finalement, le parcours est presque, j'ai envie de dire, encore plus important que ce livrable, puisque c'est ce parcours qui va préparer la suite de la démarche et qui va vous donner en fait ce tremplin vers la criticité des risques, vers une réflexion sur la priorisation des risques et vers la mise en œuvre de plans d'action. Vous avez créé ce collectif et on a envie en fait derrière d'aller plus loin. Et puis mon troisième point, c'est de rester mesuré. Il faut que vous êtes garant en fait de cette proportionnalité, hein. Il ne faut pas que vous vendiez du rêve non plus, parce que parfois, j'ai envie de dire, à tellement bien faire les choses, finalement, on crée un tel enthousiasme que finalement, on a l'impression qu'on va trouver la solution à tout. Eh bien non, vous n'allez pas trouver la solution à toutes les difficultés, à toutes les problématiques qui auront été abordées dans ces ateliers. Pour ça, ne vendiez pas du rêve non plus. Mais être bien clair en disant que en fait les plans d'action qui vont être proposés, tous ne seront pas déployés, mais à un moment on va rester mesuré. Donc on ne cherche pas non plus une vision consensuelle, hein, qu'on soit bien d'accord, mais on cherche vraiment à dégager des priorités et finalement à être agile, à être participatif et à bien rester mesuré et proportionné. Ce sont vos trois facteurs clés de succès. Voilà, sur cette présentation de synthèse, j'en ai terminé. Ce que je vous propose maintenant, c'est que on laisse la main à un jeu de questions-réponses. Nicolas, je te laisse. Alors, oui, merci beaucoup Géraldine pour cette présentation donc riche en enseignements. Alors effectivement, on a déjà reçu pas mal de questions, donc je vais sans plus attendre te les poser. Alors, la première, c'était la gestion de risque demande des ressources. Oui. Comment quantifier le retour sur investissement de cette démarche, coût, probabilité du risque versus ressources et budget engagé dans la gestion de risque?
Oui, alors c'est une question effectivement qui est très pertinente parce que c'est vrai qu'il y a toujours, moi je vais être sincère avec vous, on va pas se mentir, il ne faut pas se mentir, il y a un ticket d'entrée à payer lorsqu'on met en place ce type de démarche. Donc lorsque la démarche est mature, on dit qu'elle est complètement infuse, c'est-à-dire que finalement les managers vont s'approprier et vont ensuite le mettre en place par eux-mêmes, mais il faut pas se leurrer, ça c'est lorsque la démarche elle a déjà un certain niveau de maturité. Donc au début, j'ai envie de dire, la base, c'est qu'il faut qu'il y ait déjà une personne expressément désignée. On peut l'appeler risk manager, qualiticien, peu importe, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit expressément désigné pour le faire. Et puis, il faut être aussi sincère avec les opérationnels, avec ces managers intermédiaires, pour leur dire qu'ils vont quand même avoir effectivement quelques réunions. Et après, quant à la mesure de la valeur ajoutée en tant que telle, c'est une question en fait qui est difficile à répondre parce que bien souvent, on est sur du risque évité. Et donc, mesurer, chiffrer du risque évité, ce n'est pas facile. Ce que l'on peut faire dans ces moments-là, c'est faire appel aussi à des éléments de benchmark par rapport à des risques qui ont pu se produire chez certains d'entreprises comparables, par exemple chez certains de vos concurrents, pour dire voilà, ça leur a coûté tant, on apprécie que ça a coûté tant. Ce sont des éléments qu'on peut apprécier peut-être au regard des éléments que l'on peut trouver dans la presse, dans le public. Donc ça restera une appréciation imparfaite, mais ça restera tout de même une appréciation. Et de dire, bah voilà, nous, on a mis ça en place et en termes de risque évité, ça nous permet effectivement déjà d'économiser temps. Mais il faut être sincère, la véritable valeur ajoutée, finalement, elle sera aussi également qualitative, c'est-à-dire qu'on parle de sécurisation des objectifs. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est vraiment des messages à faire passer, plus que finalement de chercher à tout quantifier. Et on est plus sur une idée derrière d'accompagner la stratégie et de sécuriser les objectifs. Alors, merci Géraldine. Je vais passer à la deuxième question. Donc, des exemples, est-ce que tu as des exemples pour ne pas s'ennuyer lors de ces ateliers, car le sujet est déjà complexe et Oui. cela n'est pas évident de le rendre friendly. Alors, c'est une très bonne question. Pour ma part, en fait, quand j'anime des ateliers, déjà, je fais un choix sur les risques que je vais étudier. Et j'en propose, en fait, quatre. Pourquoi quatre? À peu près, hein, on peut être trois ou cinq, hein. Mais j'en propose quatre parce que je me dis que certains risques sont pas très inspirants pour certaines personnes. Donc, si vous êtes trop restrictif sur le nombre de risques, si vous faites les uns à la suite des autres, c'est un peu rébarbatif. Donc moi, en fait, je scotche quatre paperboards sur les murs, si possible, pas très éloignés, on va dire éloignés à peu près d'1 mètre pour permettre aux personnes de bouger. Et je les fais naviguer, c'est-à-dire je les fais ces ateliers debout, je leur pose des questions, je les fais réfléchir entre eux. Et en fait, après, au fur et à mesure, les gens discutent entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas tous en même temps sur le même risque, mais en fait, le petit groupe se répartit sur le mur sur lesquels les quatre risques ont été affichés. Ils discutent, ils mettent des post-it. Vous, vous pouvez être deux pour animer, de façon à ce qu'il y ait cette forme de relance. Et en fait, ça permet aux gens d'avoir une forme de discussion libre, et donc ils collent les post-it au fur et à mesure. Et je pense que être deux pour animer ces ateliers, c'est pas mal. Parce que parfois, les gens discutent et puis après, finalement, ils vont pas noter leur idée. Donc, c'est là où il faut que l'animateur fasse, éventuellement, prenne quelques notes pour eux. Mais ça veut dire que vous, votre temps, il est consacré à animer et à poser des questions et non pas à écrire. Ça veut dire que c'est des réunions où on met les ordinateurs de côté et où finalement, on revient à cette notion derrière de l'humain et où on colle, finalement, on discute, on colle des post-it. Quand vous êtes à distance, il faut faire pareil avec des outils du type Klaxoon. Il y en a d'autres, hein, mais qui permettent effectivement d'avoir ce type de raisonnement, ce type d'animation, en créant des séances, par exemple, pourquoi pas en sous-groupe, des temps de réflexion. Alors, merci Géraldine. Alors, voici la question suivante. Est-ce que le webinaire prend en compte les attendus de l'ISO 31000? Bah surtout, j'allais dire, puisque effectivement, moi, mon premier ouvrage que j'ai publié avec les éditions AFNOR, il était en 2010, la première sortie était en 2018, et c'était sur l'ISO 31000, où j'étais également formatrice à l'AFNOR, et c'est la raison pour laquelle j'ai publié aussi avec AFNOR Édition, pour justement bien insister sur l'ISO 31000, et l'ouvrage prend également en compte le COSO ERM. Donc mon deuxième ouvrage, évidemment,
évidemment, je refais un chapitre sur la synthèse de ces référentiels. Ce n'est que la synthèse, vu que de toute façon, il y avait déjà un premier ouvrage qui les détaillait. Et donc, moi, je suis très colorée ISO 31000 et COSO ERM1. Tout à fait, bien sûr. Alors, question suivante. Quelle typologie de risque adopter afin d'optimiser l'intégration des démarches d'analyse des risques par les groupes de travail? Alors, c'est une bonne question aussi parce que c'est vrai que finalement, cette dimension de typologie, c'est finalement, moi, je compare ça à une armoire ou à une commode où il faut qu'on puisse trouver rapidement ses affaires. C'est comme le matin, quand vous vous habillez dans le noir, il faut que vous sachiez à peu près dans quel tiroir vous avez vos chaussettes, dans quel tiroir vous avez vos sous-vêtements, de façon à ce que vous puissiez vous préparer vite. Et c'est exactement la même chose avec cette typologie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose, une forme d'évidence. Et pourtant, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce que pour ma part, je ne suis pas fan du tout cette typologie qui fait risque opérationnel, risque juridique, risque réputationnel, qui est en fait un peu une liste à la Prévert sur laquelle à la fin on ne retrouve pas ses affaires. Donc pour ma part, moi je préconise une approche qui est à l'origine américaine, hein, mais qui se décline très bien aussi sur la France, qui est d'une part d'identifier tous les risques qui sont relatifs au risque business. Et donc, ça va plus loin que la notion stratégique parce que à l'intérieur de cette catégorie business, on peut très bien avoir aussi des risques opérationnels. Donc, c'est vraiment business, cœur de métier, qu'est-ce qui fait tourner notre business. La deuxième catégorie de risques, c'est ce qu'on appellerait les risques élémentaires, c'est-à-dire c'est des risques qui sont un peu des risques qui ont vocation si on se met les moyens et si on met les moyens suffisants et les compétences nécessaires, ces risques élémentaires, ils ont vocation à être maîtrisés. Donc là-dessus, on va par exemple trouver des sujets, beaucoup de sujets sur la compliance, des sujets sur la sécurité des personnes. C'est des sujets où en fait, vous voyez bien, il faut que ce soit maîtrisé quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'enjeu business en tant que tel, en ce sens qu'il n'y a pas de prise de risque. C'est ça, on ne peut pas avoir de prise de risque sur ces risques élémentaires. Et la troisième catégorie, c'est des risques extrêmes qu'on parlerait de signes noirs de Nicolas Taleb, c'est-à-dire ce sont des risques en fait qui peuvent très bien entraîner vers de la gestion de crise, qui sont des risques parfois trop oubliés et sur lesquels il faut se concentrer. Cette catégorisation, moi je l'explique aussi plus en détail dans mon livre. Là, j'ai synthétisé ma réponse pour tenir dans le temps, mais je la développe plus dans mon ouvrage. Alors, merci Géraldine. Autre, alors qui est plutôt plutôt une réflexion. Je suis en phase avec les conseils opérationnels pour faciliter l'organisation de réunions où l'on ne s'ennuie pas. Je reste parfois encore en questionnement sur le nombre maximum de personnes à convier. Je privilégie les petits groupes pour faciliter l'organisation des réunions, l'agenda compatible notamment, et la qualité des échanges en comité restreint. Oui, je partage. C'est vrai que moi aussi, parfois ça varie d'une entreprise à une autre. Il faut pas hésiter à tâtonner sur ce nombre, sur ce bon nombre. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait toujours, et c'est comme tout finalement, il y a toujours des désistements de dernière minute parce que les personnes, et souvent pour des bonnes raisons, ne peuvent pas venir. Et donc, pour éviter de se retrouver finalement en trop petits groupes, parce que ce que l'on cherche, c'est un espèce de dynamisme. Donc, faut pas qu'on soit non plus en trop petit nombre, parce que si on est deux, trois, finalement, je trouve que ce dynamisme ne prend pas suffisamment. Donc, moi, pour ma part, je vais par exemple proposer à 12 personnes de venir, et 12 personnes, généralement, il m'en reste 7 ou 8. Voilà. Donc, ça me permet comme ça d'avoir cette espèce de dynamisme et de permettre surtout les discussions entre personnes. C'est vraiment ça que l'on cherche parce que quand on parle entre pairs, finalement, on a toujours plein d'idées et c'est finalement parfois bien plus productif que le fait d'avoir des réunions où vous vous intervenez. Donc, je cherche en fait à une certaine pagaille organisée entre guillemets. Alors, merci Géraldine. J'enchaîne tout de suite. Alors, à propos de l'état d'esprit, comment faire pour que la culture du risque à développer dans l'entreprise ne se traduise pas par la création d'un contexte anxiogène? Oui, parce que justement, quand on parle des risques, les gens pensent tout de suite à cette notion de peur et se disent, mais pourquoi penser à des choses négatives dès à présent alors qu'on a déjà suffisamment à faire? Alors là-dessus, il y a plusieurs choses à faire. La première, il faut vraiment repartir des objectifs. Il faut vraiment, alors quand je dis objectif, hein, en fonction de vos interlocuteurs, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux réussir? Moi, je dis objectif, mais ça peut être enjeu, ça peut être ta mission, ça peut être, faut pas hésiter
à adapter le vocabulaire. Et c'est de ça dont il faut partir. Et moi, parfois, je préfère employer les termes de sécurisation, de monitoring. C'est-à-dire que parfois, il ne faut pas hésiter finalement à moins soi-même employer le terme de risque. Vous allez l'employer dans vos livrables, mais finalement, dans les relations et dans les échanges, on est plus sur une logique derrière, plus finalement d'amélioration, et on est sur une logique finalement de faire mieux, encore mieux de ce que l'on fait. Voilà. Donc il faut avoir un discours soi-même positif pour créer aussi cette énergie positive. Alors, une autre question. Réunir autant de personnes en réunion, donc réunir autant de personnes, notamment des managers, a un coût pour la société. Comment la rentabiliser? Eh bien, ça, c'est également aussi un vrai sujet. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que ce soit des personnes. C'est en termes de masse salariale, on est tout à fait d'accord que ça a un coût. Ça suppose que ça va être à vous d'apporter cette valeur ajoutée dans l'énergie et dans le résultat qui en sort. Ça veut dire qu'à un moment, il faut absolument, lorsque vous sortez de vos ateliers, que vous ayez un certain niveau de satisfaction partagé sur le contenu des analyses de risque. Quand je dis ce contenu, c'est pas forcément le livrable en tant que tel, c'est le fait d'avoir permis aux personnes d'échanger. Et ça, généralement, la valeur ajoutée, elle est là. Vous avez posé une vraie question sur des sujets, sur des enjeux, et donc ça se traduit sous un format de risque, et c'est finalement un tremplin, une occasion pour permettre finalement d'échanger et d'avoir une vision transverse et une vision plus conjointe. C'est là le point. Et donc, comme je vous disais, c'est à peu près 12 personnes convoquées. Il y en a à peu près 7-8 qui viennent sur 1 heure. Si vous êtes en mode de gestion agile de vos réunions, vous allez voir que finalement, ça va fonctionner. Alors, merci Géraldine. Donc, le temps file, donc j'essaye de passer un maximum de questions. Alors, nos responsables de processus donnent au service qualité leur risque et opportunité aussi lors de notre revue de direction en début d'année et cela est suivi au fil de l'année. Est-ce une bonne pratique d'après vous? Bah oui, bien sûr, c'est très très bien. C'est une très bonne pratique de les suivre comme ça au fil de l'eau. Ça peut quand même être bien un moment derrière, quand on fait les mises à jour, de refaire ce type d'atelier. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ce type d'atelier, à un moment, vous allez vivre sur vos acquis. Donc ça va être très bien dans un premier temps, et puis après, les choses vont devenir obsolètes et personne ne va se rendre compte que ça devient obsolète. C'est-à-dire qu'après, ça devient un petit peu ventre mou. Et donc finalement, ces ateliers, ça peut être bien finalement pour recréer une forme de dynamisme et j'ai presque envie de dire finalement de dimension d'équipe autour des propriétaires de processus lorsqu'ils cherchent à mobiliser. Alors, on va passer une dernière question. Cette méthode, donc, me semble pouvoir être calquée pour l'étude des opportunités. Existe-t-il cependant des différences sur lesquelles il faut être vigilant? Oui, j'aime beaucoup cette question parce que c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas eu le temps d'aborder cette thématique d'opportunité. Alors, moi, je vais être sincère avec vous, cette thématique opportunité, je l'aborde en même temps que la partie risque. Pourquoi? Parce qu'à un moment, une situation est rarement tout blanc ou tout noir. Finalement, chaque situation, chaque enjeu a une part, on va dire, de risque positif. Donc, parfois, ça peut être aussi intéressant d'aborder en même temps cette dimension positive. Je vous donne un exemple pour éclairer mon propos. Par exemple, vous voyez le sujet du risque qui est lié au turnover. Le turnover, effectivement, si je suis sous une vision menace négative, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce qu'à un moment, on va avoir une déperdition de savoir-faire, une instabilité des équipes, une montée en compétences, etc., etc. Vous voyez bien ça, cette dimension, on va dire, négative. Mais en même temps, ça permet aussi d'avoir un renouvellement des compétences. Ça permet aussi d'apporter un peu de sang frais, d'apporter un nouveau regard. C'est aussi une intégration. C'est une intégration, on va dire, des plus jeunes. Donc il y a aussi une dimension aussi générationnelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose finalement aussi de positif finalement dans ce turnover. Et ce qu'on est en train de se dire, bah, c'est une histoire de curseur. C'est-à-dire c'est qu'il en faut un peu, mais pas trop. Et pour discuter de cette dimension de curseur qui est très liée au sujet de l'appétence au risque, eh ben, ça suppose que dans mon analyse, j'ai à la fois une dimension négative, mais que j'ai également une dimension positive. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette partie opportunité, ce que je viens de vous dire, s'applique très bien. Et comme je vous disais, moi, parfois, je le pousse sur certains types de risques, parce que ça ne s'applique pas sur tous les risques, mais sur certains types de risques, je le pousse à le faire en même temps. Alors, merci Géraldine. Donc, je glisse une dernière question.
Dans un établissement qui a fait un travail d'inventaire très fourni de ces risques, y compris jusqu'à la production d'une cartographie complète, comment rationaliser le nombre de risques en gardant l'objectif global et sans que les propriétaires de risques se sentent dépossédés? Oui, c'est un vrai sujet. Ce que vous abordez, c'est une question de la consolidation des cartographies. C'est-à-dire qu'il faut que vous gardiez ce niveau de granularité, mais au niveau bottom-up. C'est vraiment ce qu'on appelle le bottom-up. Et il y a une vision qui doit être plus top-down, plus cette notion de ce qu'on appellerait plutôt cartographie des risques majeurs. Et cette cartographie des risques majeurs va d'une part intégrer les préoccupations de la direction générale, mais elle doit également intégrer les risques majeurs, en fait, de cette vision du bottom-up. Et en fait, quand je dis les risques majeurs, c'est pas forcément les risques les plus critiques, ça peut également être des risques qui vont dépasser ces fameux critères d'appétence. Donc en fait, sans faire une réponse trop technique, mais il est vrai que la question, elle est un peu technique, et en fait, derrière, ça renvoie aux fameux critères d'appétence au risque. Là aussi, c'est pareil. Je vous fais une réponse très synthétique pour des questions de temps, vous l'avez bien Bah oui, compris. désolé. Mais ce sont des choses qui sont également abordées dans mon ouvrage. Alors, merci Géraldine donc pour ce partage d'expertise, ces réponses précises. Malheureusement, effectivement, nous arrivons au temps qui nous était imparti et nous serions bien donc évidemment, effectivement, rester ensemble pour continuer à échanger. Mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré, il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Je vous invite également à rejoindre le groupe de discussion QSE-RSE sur Parcours Croisé afin d'interagir avec vos pairs et retrouver donc de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs. N'hésitez pas donc à liker, commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie encore d'avoir été très nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie particulièrement donc Géraldine Sutra pour sa présentation. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas donc les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Au revoir!